Salut les devins, c'est Saikyo. Me voici ici aujourd'hui avec vous pour vous partager mon bonheur, purement, simplement, après le visionnage de l'épisode numéro 31 de l'anime Bleach, 5e de la partie 3. Autant j'étais séduit mais mesuré quant à l'épisode de la semaine dernière, autant là c'est le festin total. Je vous avais dit en review précédente, gardez bien l'œil sur le suivant, ça risque d'être bien au-dessus de ce que l'on a vu. Les amusements de cours de récré de Ichigo et de Uryu pour le moment, franchement ça n'a rien à voir avec ce que le reste de l'arc a à proposer. Le 31e l'a pour moi en tout cas prouvé. Il y a toujours certains défauts inhérents à la série qui restent bien accrochés à cette dernière. Où sont les compositions musicales innovantes, inédites et réussies, accrocheuses, mémorables? J'en ai retenu certaines durant cette série mais vraiment très peu m'ont marqué. Par contre cette continuation de Bleach permet d'apporter de très jolis remixes de ce qui se faisait à l'époque dans les différents arcs, de récupérer ce qu'il faut pour les personnages qu'il faut et au bon moment. On ne place pas les remixes là comme ça histoire de. Non, ça accompagne véritablement des scènes. On peut évidemment se suffire de cela. Cela dit, chaque arc nous proposait des compositions que l'on a tous gardées en tête. Avec la guerre sanglante millénaire, il va falloir se lever bientôt pour les trouver. Cet épisode met en valeur l'accès au pouvoir suprême de la part de l'empereur Quincy, tandis que la Soul Society, littéralement sous ses pieds, s'effondre. Les trois mondes prennent véritablement cher. La société des âmes, le monde des mortels, ainsi que le Hueco Mundo, tandis que l'enfer, lui, est écarté de tout souci si l'on en croit Monsieur Narita, l'auteur des romans Bleach, tout dernièrement sur sa page Twitter. Peu de choses m'auront dérangé dans cet épisode-là. Il y aura une incompréhension de ma part concernant Ukitake. On nous le montre comme toujours connecté à Mimiyagi. On a tous vu à quel point Yorohabar lui a fait sa fête là-haut. Dans le manga, normalement, c'était game over pour Ukitake à ce stade-là, mais il est toujours présent ici et il semble tenir on ne sait quelle baraque. Dans quel but, dans quel objectif, de quelle manière, c'est totalement mystérieux. Quelques remaniements par rapport à Mayuri. Normalement, on aurait déjà dû le voir en épisode 30. Il me semble que ces paroles du précédent épisode relativement au manga n'ont pas été adaptées si j'ai bonne mémoire. Sa manière d'entrer en jeu ici est totalement différente. Très cool, par ailleurs. Permet d'apporter certaines nouveautés, notamment avec la structure qu'il va construire. Et le fameux rajout sur le Sternritter, Nanana. C'est pas une marque de serviette hygiénique, c'est bien un personnage dans Bleach. Comme à l'accoutumée, les réseaux nous ont survendu ce passage-là. Pas grand-chose au final. Certains l'ont vu comme une dépréciation de Aizen, d'autres l'ont vu comme une mise en avant du personnage. Je suis plutôt en accord avec le deuxième aspect. Ce Sternritter ne nous a pas véritablement marqué. Cela dit, il est quand même du niveau du reste de la bande, plus ou moins. Il a frappé un Aizen sans défense, aurait pu le laisser pour mort, et ça n'a fait que le sonner. Un Aizen scellé dans son fauteuil, enfin bon, il y avait absolument rien qui va dans son sens. L'épisode, tout comme le manga, nous apprend que Aizen est devenu plus fort en restant isolé et scellé dans le Muken qu'il ne l'était auparavant. Plus fort par rapport à quoi? Il y a toujours eu débat par rapport à Aizen de base, par rapport à Aizen Ogyoku, dans quelle forme d'évolution de ce dernier. En tout cas, il donne une leçon à toute la Soul Society. C'est ce dont je me remémore de cet épisode-là, évidemment. Lui non plus n'est pas là pour apprendre à respirer à des enfants. Il se sent toujours une marche derrière celle d'Ichigo. Lui, Aizen, qui voulait monter au roi des esprits, se retrouvera à faire le constat vis-à-vis de lui-même comme quoi Ichigo y est parvenu avant lui, alors que Ichigo n'en avait que faire d'aller là-haut. Le comportement d'Aizen est légèrement différent en animé que dans le manga, où il a l'air beaucoup plus vicieux, beaucoup plus maléfique. Ici, il a l'air un peu blasé, un peu saoulé par tous ces mouvements de fourmis autour de lui. Les deux versions marchent très bien. Peut-être que celle-ci correspond plus à l'auteur, c'est difficile à déterminer. Il n'en reste pas moins planificateur, il n'en reste pas moins dangereux, malicieux et veut à tout prix se libérer. Il essayera 2-3 ruses sur Kyoraku Shensui. On ne va pas la faire comme ça au nouveau capitaine commandant du Gotei 13 de la Soul Society. Elle a beau s'effondrer, la tête de Kyoraku reste bien ancrée sur ses épaules, même s'il lui manque un œil. Le relationnel entre les deux, c'est du bonbon, c'est du caviar. En l'état, c'est même mieux d'avoir ces deux-là qui se renvoient la balle plutôt que d'avoir le très apprécié Yamamoto Genryusai. Énormément de respect pour le personnage, vous le savez, mais dans ce cas-là, il aurait été beaucoup plus froid et direct. Avec Aizen, aurait peut-être refusé de le sortir par fierté ou autre. Kyoraku, en plus de prendre un risque, dont il dira à Kuchiki Byakuya être conscient, mais regarde l'état dans lequel on est. On est foutu. Foutu pour foutu, je combats le mal par le mal. S'il y a des reproches, s'il y a des jugements, ils auront lieu plus tard. Pour le moment, laissez-moi gérer tel que je le peux. Il porte cela sur ses épaules, fièrement, dignement. Il fait ses débuts en tant que capitaine commandant avec une Soul Society bien au-delà de l'état de crise. Faut l'assumer ce rôle-là de la part de Kyoraku Shensui, notre éternel flemmard au cœur de l'œuvre.
l'œuvre, Flemar n'empêche pas d'être performant évidemment, et le voir aboutir jusqu'à son discours de motivation vers la fin d'épisode, c'est quelque chose aussi, de par le fait qu'il le prononce devant une assemblée absolument cosmopolite, des Sternritter, Quincy donc, tout type de personnages issus de la Soul Society, y compris des zombies, tout personnage de toute forme de hiérarchie du Gotei 13, lieutenant-capitaine des Vizard qui sont venus à la rescousse et qui vont quand même, c'était assez drôle, prendre le temps de mettre leurs vêtements. En même temps, si cela vous paraît incohérent, on est en train de préparer la porte pour se rendre dans le palais du roi des esprits, lui aussi à la dérive. Bien que cela paraisse trivial et futile d'aller se changer, en réalité, ils ont le temps de le faire, ce qui nous rappelle des bons souvenirs, évidemment du flashback, celui où nous retournions la pendule. On découvrait l'histoire des Vizard, le rôle d'Aizen à l'époque, Tosun, Ichimarugin, un de mes flashbacks favoris, tout animé manga confondu d'ailleurs, et m'a marqué véritablement pour toujours. Même des personnages perdus de vue dans l'œuvre comme Yuki, qui a le même comédien de doublage que Izuku de My Hero Academia est de retour, on pensait les avoir perdus de vue. Certains sont perdus dans les méandres de la Soul Society et du pouvoir du roi des esprits qui s'y déverse, comme Soifon, qui active directement le Bankai. Elle prononce le nom du Bankai mais ne précise pas le terme Bankai lui-même. Elle se fait immédiatement aspirer. Cette attaque a l'air plus vivace qu'elle ne l'était en manga lui-même. Il y a quelques disparités. Il me semblait que Kutiki Byakuya tentait de riposter face à cela en Bankai dans le manga. Ici c'est en Shikai. Ça démontre tout de même la force de frappe qui se dégage de ce que Yurhabar, indirectement entre guillemets, est en train de faire déferler sur la société des âmes. Divers personnages réagissent, c'est bref, mais ça rend le tout organique. La discussion Aizen-Rukia, c'est quelque chose. Ça résonne forcément au regard de l'enlèvement de la sœur adoptive de Byakuya par Aizen à l'époque de l'arc Soul Society, afin d'en extraire le Hogyoku scellé. Forcément que ces retrouvailles nous font quelque chose, qui va arriver en tant que roi, en tant que Goat, littéralement leur dire mais pourquoi utilisez-vous vos épées? Utilisez votre pression spirituelle pour éradiquer ces vulgaires créatures. Lui en est capable, qui revient des tréfonds de la Soul Society, du Muken. Il est encore grandement scellé, il est astreint à rester assis, ne peut pas utiliser son épée, ne fera même pas d'incantation lorsqu'il balancera le Hado numéro 90, son favori Kuroitsugi, le cercueil noir. Aizen jouera sur plusieurs tableaux à la fois, il en est capable. De manière détournée, il tentera d'aider la Soul Society car lui-même en est dépendant à ce stade, et il essayera aussi de se défaire de ses entraves. Ses attaques surpuissantes, prêtes à englober à peu près tout le monde, donc Kyuraku Shunsui verra au travers en indiquant à tout le monde d'aller se cacher dans le labo, sont aussi faites pour éradiquer la chaise sur laquelle il est attaché. C'est du matériel de la Soul Society, c'est du matériel de Mayuri Kurotsushi. Il va falloir tout de même y aller plus durement pour en venir à bout d'un Mayuri à cette période-là de l'œuvre. Malgré tout, rien n'a jamais véritablement été impossible pour Aizen, et si lui-même respire à nouveau l'air frais entre guillemets de la Soul Society, il n'y a plus aucune limite pour lui, ni même le ciel qu'il tentera de faire s'écrouler. Si vous ne pouvez pas y monter, laissez-moi le ramener à notre niveau. Il n'arrivera évidemment pas au bout de tout ce qu'il veut mener, car la Soul Society a le fessier entre deux chaises. Si l'on libère trop les pouvoirs de Aizen, ce dernier se retournera irrémédiablement contre eux. Mais s'il ne délivre pas assez de pouvoir, ce ne sera pas suffisant pour les aider face à Yurhabar. On est dans cet entre-deux, dans lequel Aizen excelle tout de même, mais ne peut pas donner pleine satisfaction à la fois à ses aspirations ainsi qu'à celles de la Soul Society. Il y aura cet échange direct entre Mayuri et Aizen qui le prouvera, une sorte de défi que les deux se lancent. Mayuri pense que tout est sous contrôle, il a une sorte de molette qui permet d'ajuster les pouvoirs de Aizen tel un caniche en laisse, tandis que l'animal de compagnie est plutôt de l'ordre des canidés. Il peut rapidement montrer les crocs et propose à son maître actuel Mayuri non pas de le libérer, non pas d'outrepasser les limites, mais simplement de tourner la molette qu'il a lui-même conçue au maximum, pour voir s'il est bien sûr d'avoir compris l'étendue des pouvoirs de Aizen, leur montrer de quel bois il pourrait se chauffer sans même avoir l'intégralité de ses pouvoirs déverrouillés. Et avec un Mayuri, lui aussi empli d'ego et de fierté, ça aurait pu fonctionner, mais il n'a pas eu le temps pour cela et s'est glissé la fameuse scène avec le Sternritter Nanana. On ne sait même pas s'il est toujours vivant. Est-ce qu'il y en a un ou une parmi vous qui s'en soucie réellement? Levez la main, je pense pas vraiment beaucoup de monde. Cet épisode délivre une prestation de grande classe. Le storyboard est magnifique. On n'est pas vraiment dans une animation vraiment speed. Certains pourront se trouver dérangés d'avoir ces sortes de plans fixes / travelling sur les personnages. Enfin bon, l'art prend ici le temps de vivre, de respirer et n'est pas dans la hâte. C'est une forme de calme avant la tempête, pourtant le vent souffle déjà très fort. La partie avec Basby et les autres Sternritter paraît un peu tronquée, en deçà. En même temps, le temps presse. Bien que les Vizard aient le temps de se changer, on n'a pas non plus le temps de faire connaissance absolue entre les Quincy, ceux qui s'étaient dévoués à Yurhabar, qui ont été trahis
trahis par ce dernier, en tout cas c'est ainsi qu'ils le vivent, et proposent un nouveau pacte à la Soul Society. Ils veulent refonder une forme d'ordre Quincy qui ne viendra plus déranger l'équilibre des mondes. Il fallait peut-être se réveiller avant. Enfin bon, Kyorakushensui ne peut pas cracher dans la soupe, ne peut pas refuser ce type d'offre, et la question se pose du nombre de personnages, sans dévoiler ce qui se passera dans le manga, qui atteindront les prochaines étapes. Le Gotei 13, c'est d'ailleurs drôle que Kyoraku englobe tout le monde dans la notion de Gotei. Il a des Quincy, des Vizards, c'est vraiment très exotique. En tout cas, tous ceux qui se dressent et sont prêts à s'élever vers les cieux pour défendre la Soul Society et les autres mondes, parmi ce rassemblement un petit peu à la sauce Avenger mélancolique, à la sauce Bleach, c'est ça qui a fait la sève et la saveur de cette scène. Ce n'est pas un Kyorakushensui qui emporte les foules et nous surprend tel un Gaara dans la 4e grande guerre ninja. Le discours de Kyorakushensui est ferme, digne, appuyé, mais il provient d'un personnage qui parvient tout juste au poste, qui a toujours été le grand flemmard, coureur de jupons, qui ne vend pas du rêve à ses soldats. Il se met au même niveau qu'eux, leur fait comprendre qu'ils sont dans une mouise plus que noirâtre, que probablement peu d'entre eux reviendront sur leurs deux jambes, et parmi ces derniers s'estimeront bienheureux ceux qui le pourront, et qu'il va falloir être pleinement résilient. Ce n'est pas forcément un destin heureux qui les attend, mais c'est à ce stade-là de l'histoire le combat final pour la Soul Society. On est dans une sorte de endgame, avec l'originalité de ne pas être tombé dans les poncifs des fameux rassemblements que nous proposent divers animés mangas de super-héros, que nous propose le MCU pour sa part ou d'autres œuvres de fiction. Non, il y a une identité bien propre et hautement reconnaissable liée à Bleach. C'est ça que j'ai apprécié aussi dans le tas. On n'en a pas fait des caisses, on est resté dans le ton, on est resté fidèle à soi-même, on ne s'est pas dévoyé par rapport à ce qu'est l'œuvre. La relation Nanao-Zaraki, c'est également un petit bonheur, très similaire à ce qui se fait dans le manga. Un Zaraki Kenpachi qui cherche à tout prix Yachiru, même ceux qui ne sont pas lecteurs du manga se doutent qu'il y a forcément une histoire particulière vis-à-vis de cette dernière, et notre bonne vieille Nanao-chan qui vient le recentrer. Elle est tout de même la lieutenant du capitaine commandant. Elle est l'homologue du défunt Sasakibe dans l'œuvre. Elle assume pleinement son rôle et n'hésite pas à tenir tête à un Zaraki Kenpachi. Sa force de conviction est telle que Zaraki lui-même admettra qu'elle a raison et suivra son plan. Enfin bon, ce n'est pas tout concernant Nanao, chaque personnage voyant plus ou moins son lore être développé, surtout ceux pour qui ça n'a pas été le cas précédemment dans Bleach. Tout le monde est là, on pourra se poser la question pour Komamura. C'est un cas particulier, mais il avait l'air déterminé à défendre la Soul Society, peu importe son état physique. Kitekubo lui réserve-t-il une parenthèse plus tard? Va-t-il traiter ce cas-là dans l'animé Guerre sanglante millénaire? Ce serait plaisant. En parlant de personnage et pour récupérer mon propos, qui arrivera parmi tout ce beau monde à l'étape suivante, à l'étape supérieure? Il y en a qui sont prédéterminés par le manga, et il y en a d'autres ici présents, je ne vous dirai pas lesquels, qui dans le manga n'arrivent pas parce qu'ils meurent, mais simplement parce que le récit ne les destinait pas à cela, et la question peut largement se poser concernant des remaniements, des personnages beaucoup plus inclus. À ce stade-là de l'histoire, Soifon, elle fait plus grand-chose, elle pourrait être vachement intéressante, beaucoup plus de monde que l'on aurait pu le croire de rassembler ici. Il ne faut pas que ça tombe à l'eau avec vraiment la base du manga qui fait ce qu'elle a à faire, et puis voilà, quitte à les rassembler comme ça, même s'ils ne participent pas tous, même s'ils n'arrivent pas tous à poser leurs pièces dans ce nouvel édifice, il faudrait que ce soit le cas pour une majorité. Il faudrait que l'on explore beaucoup plus les Vizards, qu'ils arrêtent de servir de punching ball à chaque fois. Je me doute que ce n'est pas le Vizard favori de chacun, ce n'est pas le mien non plus, mais un Hachigen avec ses capacités de Kido et Bakudo, on a vu à quel point celui de Aizen fait mouche, pourquoi ne serait-il pas utile ici? En parlant de Aizen, on se rend compte, contrairement à l'épisode numéro 30, qu'on ne va pas tout miser sur son Reiatsu, mais un appel au Reiatsu de chacun est fait. Si je me souviens bien, c'est Kyorakushensui qui le demande, histoire d'établir cette porte menant vers le palais du roi des esprits. Urahara Kisuke reprend du poil de la bête, Mayuri ne l'a jamais perdu, il va nous construire une sorte de fortification en mode doigt de pied, orteil donc, avec des yeux ou des bouches au bout, ça a véritablement l'air lié à son Zanpakuto. Je rappelle que son Bankai Konjiki Ashizogi Jizo, ça peut se traduire par le découpeur ou l'émasculateur, et on dirait qu'il a fait comme un amoncellement de membres qu'il a entreposé pour établir une nouvelle base à la Soul Society, le temps de se déplacer. Ce serait intéressant d'avoir un nom à cette construction qui soit apportée. Pourquoi pas que Kitekubo nous en parle dans son fan club? Vous savez qu'il répond à diverses questions des fans, ça pourrait les mettre en alerte et il pourrait apporter réponse. Comme à son accoutumée, cet arc a tendance à mettre Ichigo en retrait. C'est quelque chose que Bleach sait plutôt bien faire et avait également fait avec ses romans, là où il était totalement absent. Pour ceux qui ont lu l'arc à en faire en manga, Ichigo y apparaît, mais il n'y est pas prépondérant. Les histoires de Bleach peuvent vivre sans Ichigo et sont magnifiées lorsqu'il est là. Ça, c'est super intéressant. Elles ne sont pas Ichigo dépendantes à tout prix, même s'il est vrai que quand il est là, on met la dose absolument sur lui, ne serait-ce que par son potentiel génétique. Ce dernier aura été simplement soigné par Orihime Inoue. Le cas le plus basique, le
le plus classique prévu la semaine dernière. Pas de pouvoir holo, pas de contre-pouvoir de la part de Ishida Uryu. Rien d'étonnant, mais Inoue Orihime s'est donné vraiment à fond. Et on se rend compte qu'ils sont dans le palais de Kiryu Ikifune. Toute la bande à Ichigo ainsi que Inoue. Si quelques victuailles s'y trouvent, il pourrait, notamment Inoue, retrouver des forces. Yoruichi s'est pris 1001 raclées, mais elle perd toujours pas le sourire ni le nord. Pourquoi pas? J'ai beaucoup aimé la phase, courte encore une fois, mais tellement pertinente et rappelant le passé de Bleach avec Kon. On a l'impression qu'il est mort, on savait tous que ce n'est pas le cas, mais ils se mettent à faire une cérémonie pour le salut de son âme et lui il se relève, les menace, leur dit qu'il va gonfler ses muscles à nouveau. L'humour parfaitement dans le ton du personnage, son doublage, comme les autres évidemment, mais comme on entend beaucoup moins Kon, on pourrait se poser des questions. Vraiment hilarant, c'est vraiment une grosse réussite et gros carton quasiment plein pour cet épisode, sincèrement. Il n'y avait rien à jeter, tout était à déguster. Et si jamais ce n'était pas assez, il y a un autre roi qui est revenu, Grimmjow. Jagger Jack, il avait déjà été amplement teasé précédemment, mais il était sorti des esprits. On a pu voir le Garganta s'ouvrir durant l'épisode, et il arrivera directement devant Ichigo à la toute fin. Juste après que Aizen se soit fait la remarque qu'Ichigo soit parvenu au plus haut des sommets auxquels lui-même aspirait, alors que lui était enfermé au Muken, un autre élément réminiscent de l'arc Aizen à Rancard, Uekomundo est de retour. Grimmjow Jagger Jack, anciennement connu comme l'Espada numéro 6. Beaucoup de personnes lui préfèrent Ulcura, chose que je peux comprendre. À vrai dire, entre les deux, mon cœur balance. Terme d'aura de ce qui me dégage, Grimmjow dans cette forme-là non libérée, parce qu'après, dans sa forme plus proche de la panthère, c'est moins ma tasse de thé. Les libérations d'Ulcura sont beaucoup plus impressionnantes que celles de Grimmjow. Mais quand il est dans cette forme-là, toutes ces confrontations avec Rukia, avec Ichigo, il y a de cela des années désormais en animé ou encore plus en manga, ce sont d'énormes classiques de l'œuvre Bleach. Ce sont des indémodables. Cette voix, évidemment, ceux qui ont suivi Jujutsu Kaisen récemment ont reconnu celle de Sukuna qui était à l'origine sur Grimmjow. La performance est de très très haut niveau. Alors pour l'histoire, ça n'en dévoile pas beaucoup. On a quand même l'impression que Grimmjow va être plus utilisé, plus mis en lumière qu'il ne l'était dans le manga. À titre personnel, sans vous révéler quoi que ce soit, je trouve que c'était trop maigre dans le manga, que Grimmjow et d'autres personnages du même type méritaient beaucoup plus. Est-ce que cet épisode s'inscrit au panthéon de tout Bleach? Je ne sais pas. Est-ce qu'il s'inscrit à celui de la guerre sanglante millénaire en animé? C'est indéniable. Parmi les tout meilleurs et sans aucune hésitation. Cet épisode n'était qu'un épisode de transition, que l'on se rende bien tous compte de ce que l'avenir peut nous réserver. Les connaisseurs du manga Bleach savent que ce qui arrive, notamment sur le cours numéro 4, sera difficile car c'était les moments les plus durs pour l'auteur de par son état de santé et tout ce qui va avec, mais laissera aussi pas mal de marge de manœuvre à sa créativité d'aujourd'hui ainsi qu'à celle des équipes en charge des épisodes à venir. Le prochain épisode portera pour titre Le Divin Enfant, sera disponible dès le samedi 9 novembre à 15h30. On profite un petit peu du passage à l'horaire d'hiver en France. L'épisode du jour se nommait Au-dessus du jugement et s'est clôturé avec sa majesté, telle que le dénomme ses plus proches bras droits, à absorber chaque particule du roi spirituel. Questionnement supplémentaire concernant Ukitake. La révélation de l'apparence de Yurhabar n'a toujours pas été faite en bonne et due forme. Le meilleur passage pour l'apprécier, ça reste à ce jour l'opening. On n'a d'ailleurs pas vu le passage où Yurhabar dit qu'il va faire s'abattre une forme de liseré sur la Soul Society comme dans le manga. Ils l'ont laissé plus en retrait, plus mystérieux, dévorant le roi des esprits et ses pouvoirs, restant très cryptique concernant le cas du bras droit et de Mimiyagi. Des questions auxquelles nous aurons a priori réponse dès les prochains épisodes. Et si l'on se fie au récit du manga à suivre, il doit s'en passer de belles. Les studios d'animation en charge ont eu et ont peut-être toujours, des fois les épisodes sont finalisés très tardivement. J'espère que ce n'est pas le cas pour Bleach. Ça voudrait dire que les calendriers sont extrêmement serrés. Je ne le leur souhaite absolument pas. Je les remercie infiniment pour ce petit morceau de chef-d'œuvre qui nous a été proposé ici. Cette guerre sanglante millénaire se transforme presque en épopée. Est-ce que l'issue en sera heureuse? Pas forcément, connaissant Bleach, et je n'en révélerai pas une seule once aujourd'hui pour laisser le plaisir au dénommé Anime Only. J'espère que cette review vous aura plu. Si c'est le cas, vos pouces bleus seront encore plus puissants qu'un Kuroitsugi de Aizen pour me protéger de l'algorithme de YouTube. Vos abonnements et la cloche des notifications pour ne rien rater. Merci de nouveau pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.